Donc bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Laetitia Castillan et je réalise actuellement une thèse sur l'accessibilité des manuels scolaires numériques pour les élèves déficients visuels. Cette thèse est réalisée au sein du laboratoire CLÉ-LTC et de l'IRIT, l'équipe Ellipse. Alors, la présentation à laquelle vous allez assister aujourd'hui porte sur l'usage des outils numériques pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques, plus précisément les élèves en situation de handicap qui sont donc maintenant scolarisés en établissement ordinaire. La présentation d'aujourd'hui, elle va être basée principalement sur des exemples. C'est des exemples qui sont issus de mes recueils de données réalisés dans le cadre de ma thèse, à savoir un peu plus de 70 heures d'observation dans les salles de classe qui accueillent des élèves en situation de handicap, précisément de déficience visuelle. Et donc, peut-être pour préciser, ce recueil a été mené en France et en Suède, puisqu'en Suède, l'usage des tablettes numériques est beaucoup plus répandu que dans les salles de classe en France. Pour entamer cette présentation, je vais vous présenter quelques éléments relatifs à l'inclusion scolaire. Alors, le 4 avril 2019, Jean-Michel Blanquer réaffirmait son attachement à l'inclusion des élèves en situation de handicap. Cependant, l'inclusion n'est absolument pas nouvelle. En 1994 déjà, la déclaration de Salamanque réaffirmait le droit pour toutes les personnes à l'éducation, tel qu'énoncé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Par cette déclaration, la volonté de passer d'une éducation spécialisée à une éducation inclusive est formulée. Quelques années plus tard, l'article 24 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, signé par 153 pays, réinsiste à nouveau sur la nécessité de mettre en place une éducation inclusive et précise que les États parties veillent à ce que les enfants handicapés ne soient pas exclus sur le fondement de leur handicap de l'enseignement primaire gratuit et obligatoire ou de l'enseignement secondaire. En France, l'éducation inclusive se traduit d'abord par le plan Handiscole en 1999, puis par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et enfin par la loi du 8 juillet 2013. Aussi, en 2017-2018, on comptabilisait 321 476 enfants et adolescents en situation de handicap en inclusion, donc en contexte scolaire ordinaire. Ce chiffre représente à peu près 80% des élèves en situation de handicap, les autres élèves étant scolarisés en établissements spécialisés ou médicalisés. Le chiffre a plus de doublé sur ces 10 dernières années. Peut-être une précision sur l'inclusion scolaire, elle peut prendre différentes formes. Vous allez avoir des élèves qui sont inclus dans des classes ordinaires à 100%, alors que d'autres vont être en unités localisées. Pour l'inclusion scolaire, c'est ce qu'on appelle les ULIS, et dans ce cas-là, ils vont certains n'avoir aucune heure de cours en classe ordinaire, et pour d'autres, quelques heures par semaine. Dans la plupart des cas, l'ensemble des élèves continuent de bénéficier d'un suivi, d'un soutien par des centres. Par exemple, à Toulouse, on a l'IGIA et le CIVAL Lestrade de Ramonville qui vont suivre l'intégralité des enfants déficients visuels scolarisés en Midi-Pyrénées. Alors, lorsqu'on parle d'élèves en situation de handicap, on parle en fait de profils extrêmement hétérogènes. Il va y avoir des élèves qui vont présenter des troubles intellectuels et cognitifs. Il y aura les polyhandicaps, les troubles du psychisme, les troubles du langage et de la parole, les troubles sensoriels et les troubles moteurs. Donc on a vraiment des profils extrêmement hétérogènes avec des besoins particuliers spécifiques qui peuvent dans certains cas se rejoindre, mais dans d'autres être extrêmement différents. Alors, quand j'ai évoqué les lois dans la première partie, on va parler d'élèves handicapés au regard de la loi. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, on est plutôt dans un modèle multidimensionnel du handicap. C'est le modèle qui prévaut actuellement, où contrairement au modèle plutôt médical du handicap, dans lequel la responsabilité était sur la personne. Maintenant, on est plus dans un modèle multidimensionnel dans lequel on va prendre en compte l'environnement, ce qui va déplacer le handicap de la personne à la situation. Aussi, on ne parlera plus de personnes handicapées, mais de personnes en situation de handicap. Contrairement à ce qu'on évoque dans la loi, si vous regardez les politiques sur l'inclusion scolaire, vous trouverez généralement le terme élève handicapé. Bon,
maintenant, c'est plus tout à fait correct. Si on veut aller plus loin, on peut considérer le modèle du développement humain et de processus de production de handicap proposé par Figuerolas. Dans ce modèle-là, ce n'est pas seulement la personne ou la situation sociale, mais on va considérer l'interaction entre les facteurs personnels, les facteurs environnementaux et les habitudes de vie. Aussi, un élève en situation de handicap visuel, un élève déficient visuel ne sera en situation de handicap scolaire seulement si l'environnement n'a pas été conçu compte tenu de ses besoins particuliers à lui. Aussi, il est nécessaire de fournir un accès égal aux environnements physiques, mais aussi aux environnements numériques, pour limiter les situations de handicap au niveau des apprentissages. Pour cela, on pourra adopter 3 approches différentes. Une première qui est d'essayer de changer la personne, par exemple en réalisant une opération chirurgicale. Une autre qui est d'essayer de changer l'environnement. Et là, on va avoir tout le courant de Universal Design, où on va essayer de mettre en place des outils accessibles pour tous et dans toutes les situations. Ou alors, et c'est ce qu'on fait quand même le plus souvent actuellement en contexte d'inclusion scolaire, on va essayer de compenser le handicap en permettant aux élèves de bénéficier d'outils spécifiques, comme par exemple les logiciels d'assistance. Pour les élèves déficients visuels, on aura des logiciels qui vont permettre d'agrandir les éléments présentés sur l'ordinateur. Donc si le principe constitue incontestablement une avancée au niveau sociétal, son opérationnalisation pose encore un certain nombre de questions à instruire et de problèmes à résoudre. En effet, les situations pédagogiques, aujourd'hui, elles sont actuellement pensées pour des élèves tout venants qui ne présentent pas de besoins spécifiques. Or, ça peut avoir un impact lorsque vous avez des élèves à besoins spécifiques scolarisés. Aussi, si on prend l'exemple des élèves déficients visuels, on s'est aperçu dans une étude qu'on a menée en début de thèse qu'ils pouvaient rencontrer des problèmes pour accéder, pour traiter, mais aussi pour répondre au contenu pédagogique. Dans une autre étude de Wang et de Cohen, ils soulignent aussi le fait que les enseignants de la classe sont très peu formés à l'usage des outils d'assistance et donc parfois sont en difficulté pour accompagner ces élèves. Au niveau du plan socio-affectif, on va noter aussi des difficultés relationnelles avec les autres élèves. Ça a été montré chez les élèves présentant un trouble du spectre de l'autisme, mais aussi chez les élèves déficients visuels. Et enfin, de façon plus générale, on va se rendre compte qu'il va y avoir globalement une absence de formation des enseignants, mais aussi des accompagnants des élèves en situation de handicap, et un équipement souvent insuffisant des établissements. Dans la présentation juste avant, on a entendu le nombre de 400 tablettes. Moi, sur le terrain, j'ai rarement des établissements où il y a autant d'outils. On va plutôt être sur des achats par l'Éducation nationale ou par l'Agence régionale de santé d'ordinateurs ou de tablettes qui sont souvent... je ne sais pas comment le dire de façon polie... qui n'ont en tout cas pas les capacités techniques d'accueillir les logiciels qui vont être installés dessus. Alors, conscient des besoins éducatifs spécifiques de ces élèves-là, dans la loi du 11 février 2005, il est prévu de mettre en place des aides pour accompagner l'inclusion. Donc, il va y avoir 3 types d'aides qu'on va pouvoir observer sur le terrain. Il va y avoir des aides organisationnelles, le fameux tiers-temps supplémentaire pour les élèves qui en ont besoin, ou la possibilité d'avoir un parcours scolaire aménagé. Par exemple, faire une 4e sur 2 ans, où la première année, vous passez les matières scientifiques et la 2e année, les matières littéraires. Vous allez avoir aussi des aides matérielles, ça va être, on vient de l'évoquer, l'achat d'ordinateurs ou de tablettes, ou bien par exemple de logiciels d'assistance. Et enfin, vous aurez les aides humaines, donc les fameuses AESH, donc les assistants qui vont accompagner les élèves dans la classe et dans la cour de récréation, et éventuellement les accompagnements par les centres spécialisés, référents qui viennent par exemple faire un suivi via une enseignante spécialisée, via des orthophonistes, etc. etc. Alors, c'est en nous inscrivant dans ce contexte précisément que nous proposons de discuter des bénéfices des outils numériques pour l'inclusion des élèves en situation de handicap. Comme le soulignent Amadieu et Tricot dans leur livre
Apprendre avec le numérique, un des mythes attribués au numérique serait qu'il permettrait de s'adapter aux besoins spécifiques des élèves, puisqu'il permettrait de compenser, de contourner et d'apprendre. Il permettrait de compenser, puisque la technologie va permettre d'alléger le handicap, parfois de façon importante, en donnant accès à ce qui ne l'est pas habituellement. Il permettrait de contourner, en donnant accès à autre chose que ce qui ne l'est pas habituellement, mais qui vient permettre quand même l'apprentissage et la réalisation des tâches scolaires. Et il permettrait d'apprendre car il contribue à une stratégie plus globale de rééducation du handicap ou du trouble de l'apprentissage lui-même. Et donc je vais vous illustrer par des exemples concrets ces 3 points. Le premier point, donc compenser. Alors évidemment, compte tenu de mathématiques, je vais vous présenter des éléments relatifs aux élèves déficients visuels. Je citerai en premier les logiciels qui permettent de zoomer, donc d'agrandir l'image. Vous aurez dans ce cas-là des logiciels payants comme ZoomText, mais tous ceux qui ont un ordinateur qui tourne sous Windows ont la loupe Windows qui est directement intégrée dans leur ordinateur. Donc moyennant CTRL ALT+, ils pourront zoomer très facilement. Si on prend l'exemple des tablettes tactiles, il y a un avantage évident qui est que la manipulation par le geste avec les doigts permet d'agrandir l'image de façon très très simplifiée. Lors de mes observations, j'ai pu notamment voir que beaucoup d'élèves qui disposent de tablettes en classe, précisément les élèves déficients visuels, vont par exemple aller prendre en photo le tableau, revenir à leur place et ensuite poser l'iPad et pouvoir agrandir sur l'iPad. Comme ça, ils ont accès à ce qui est écrit au tableau, sans quoi, de leur place, ils ne sont absolument pas en mesure de lire les informations au tableau. Un autre exemple, ça va être, par exemple, maintenant, vous allez avoir des logiciels spécifiques pour les dyslexiques. Alors, on a Mobidis, qui maintenant dérive en Zunto pour les collégiens, qui va permettre, en fait, aux élèves dyslexiques de disposer des mêmes textes que leurs camarades, mais avec un affichage spécifique qui répond à leurs besoins particuliers. Donc, dans ce cas-là, les élèves ont exactement le même contenu, mais présenté de façon différente. Alors, contourner maintenant, toujours avec l'exemple des élèves, cette fois-ci pas malvoyants mais aveugles, parce que c'est particulièrement illustratif. En France, un élève aveugle n'a accès à son contenu pédagogique que s'il a fait l'objet au préalable d'une adaptation. Et donc, s'il est disponible généralement pour un aveugle en papier braille, ce qui est très complexe. Or, cet accès au contenu pédagogique est séquentiel, long et coûteux pour ces élèves. Et dans ce cadre-là, le numérique permet d'offrir des potentialités supérieures et notamment de rétablir l'équité d'accès en proposant aux élèves aveugles la même quantité d'informations que les autres élèves, mais aussi d'être plus autonomes dans leurs apprentissages. Si le numérique permet une lecture braille, vous pouvez le voir sur la photo, l'élève a son ordinateur portable et il a donc une plage braille qui est branchée. Un des atouts supplémentaires du numérique, c'est l'accès à l'audio, qui n'est pas possible avec le papier, évidemment. Or, l'accès à l'audio est essentiel pour les élèves déficients visuels, mais il pourrait l'être aussi si on considère les élèves dyslexiques. Ce n'est pas seulement pour les élèves malvoyants. Donc, dans ce cadre, je vais vous présenter l'application Legimus. Donc, l'application Legimus, elle est installée sur l'iPad que vous voyez sur le côté droit. Cette application, c'est une application suédoise qui a été conçue initialement pour les besoins spécifiques des élèves dyslexiques, mais qui, au fil des années, est devenue une application utilisée par l'ensemble des élèves à besoins éducatifs spécifiques de toute la Suède. Donc sur cette application, vous allez voir le manuel, donc dans l'ordre, il y a le manuel d'SVT, le manuel de mathématiques, de géographie, de physique et d'histoire-géographie. Donc cette application permet un accès visuel, donc en lisant le texte sur l'iPad, ou bien un accès audio. Elle est disponible sur les smartphones et sur les tablettes tactiles. Donc sur la photo, sur la grande photo, vous pouvez voir Victor, vous voyez juste ses mains, mais donc c'est Victor. Victor est un élève de 9 ans, il est aveugle et donc il est brailliste. Pour accéder à ses contenus pédagogiques, il va avoir, comme je vous l'ai dit précédemment, ses ouvrages en braille papier. Sauf qu'en contexte de classe, ça peut être parfois très compliqué puisque la lecture braille papier est quand même vraiment longue comparée à une lecture visuelle. Donc ce qu'il est très courant de voir, c'est d'observer Victor
qui écoute son manuel scolaire via l'iPad. Donc là, vous voyez l'iPad, il y a le manuel, je crois que c'était des mathématiques. Vous pouvez voir le fil, Victor a son casque avec ses écouteurs, et pendant qu'il écoute son manuel, le texte et les questions, il est en mesure d'écrire sur l'ordinateur. Pourquoi Victor fait cette stratégie? C'est aussi que quand vous avez 9 ans, naviguer sur plusieurs pages, ça peut s'avérer très complexe, alors que là, il a simplement son fichier Word sur l'ordinateur. Toujours avec cette même application, je vais vous présenter Louise, étudiante en première année de sciences politiques à l'université. Donc elle utilise la même application que Victor, simplement elle ne l'utilise pas avec un iPad, mais avec un iPhone. Là aussi, le bénéfice, c'est qu'il va y avoir un accès audio qui va faire gagner du temps, mais surtout, c'est qu'avec cet accès audio-là, Louise, elle peut utiliser une stratégie qui n'est possible qu'avec le numérique, qui est donc l'écoute accélérée. Donc je vais vous faire écouter deux vidéos. La première vidéo, vous allez écouter Louise qui écoute son manuel de sciences politiques en suédois. Louise étant suédoise, c'est sa langue maternelle, donc elle écoute à 95% accéléré. Dans la deuxième vidéo, ce sera toujours Louise, exactement le même manuel, mais en anglais, donc elle ne peut pas l'écouter à 95% parce que ce n'est pas sa langue maternelle, donc elle l'écoute à seulement 65%. Donc je vous laisse essayer de voir si vous comprenez. Okay, so this is my phone reading what's on the screen, which is one of the books I have to read. So that's how it sounds, but it's really high speed. I mean, normally people that speak Swedish don't understand it either. If you would ask anyone here, they wouldn't have heard anything about what it says because it goes extremely fast. Donc là, c'est sa langue maternelle, donc évidemment, elle est particulièrement efficiente. Okay. Dans cette vidéo, donc là, ce n'est pas sa langue maternelle. Donc on est dans la même situation que Louise. It's good. Yeah, so this is my phone reading English and a bit slower. These districts are usually territorial, with different geographic regions representing the different districts. Link. These districts may be known as constituencies, and in most such systems, the district will have a single representative. Link. The most common version is the single-member district, SMD. Link. Can you hear it, or do you want me to slow it down a bit more? Donc vous remarquez, elle est attentionnée, elle me demande si elle peut ralentir pour que je comprenne, et en effet, je ne comprends rien. Parce que j'arrive à distinguer quelques mots, mais je ne suis absolument pas en mesure de faire une écoute d'un ouvrage dans son intégralité à cette allure. Je louperais, à mon avis, beaucoup trop d'informations. Donc le manuel scolaire numérique, en tout cas les applications qui permettent un accès à l'audio, peut permettre à certains élèves de gagner énormément de temps. Or, comme Sperandio et Usan le soulignent, la gestion du temps est un enjeu majeur pour les élèves aveugles et déficients visuels. Si on considère la lecture braille d'un bon brailliste, on est de l'ordre de 80 mots minutes. Sur une lecture avec une synthèse vocale, on va être de l'ordre de 150 mots minutes, alors qu'un bon lecteur visuel comme vous et moi, on est plutôt à 250-300 mots minutes. Donc vraiment, l'écoute accélérée, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Parce que si on se réfère au fait qu'on est dans un contexte d'inclusion, bien évidemment, les élèves disposent d'un tiers-temps supplémentaire. Mais le tiers-temps supplémentaire, il est valable lors des examens. En situation de classe, l'enseignant est bien obligé de poursuivre son cours et n'a pas le temps de faire des pauses spécifiques. Ou alors, on va se retrouver dans des situations où les élèves compensent ces temps-là sur les temps de récréation, ce qui n'est pas optimal non plus. Je vois que je suis un peu en retard, donc je vais passer très rapidement sur apprendre, puisqu'en plus c'est quelque chose que je maîtrise moins bien. Seulement, sachez que les tablettes vont aussi être investiguées dans pas mal de recherches sur la réhabilitation des compétences sociales chez les élèves présentant un trouble du spectre de l'autisme. Là, je vous invite à regarder les travaux de Mérini. Et ensuite, sur les compétences... au niveau des compétences socio-cognitives, on va avoir par exemple un projet qui s'appelle SATED de Mercier qui vise à par exemple laisser à disposition des élèves des tablettes avec la liste des activités qu'ils doivent réaliser et des timers, et donc ça va les aider en situation scolaire à gérer leur temps et la succession des tâches qu'ils doivent réaliser. Je conclue rapidement. Donc, on a bien évoqué que les bénéfices des outils numériques peuvent compenser, contourner et apprendre, mais il y a bien souvent un élément qu'on oublie, c'est que les outils numériques peuvent vraiment permettre aussi de faciliter l'intégration sociale, qui est parfois très très complexe pour ces élèves. C'est des élèves qui sont en situation d'inclusion, mais qui sont souvent les seuls dans la classe à avoir un ordinateur. Et dans ce cadre-là, l'iPad peut vraiment
constituer un outil intéressant. Je vous ai mis un extrait d'une interview. Donc, dans le cadre de ma thèse, j'ai équipé des élèves de manuels scolaires numériques. Et plusieurs mois après les avoir équipés, je suis retournée les voir pour leur demander comment ils avaient utilisé, quels problèmes ils avaient rencontrés, etc. Dans cette interview, donc je demande à Léo avec quel outil tu utilises ton manuel scolaire numérique. Léo me répond une tablette. Je lui demande, tu trouves ça plus facile que l'ordinateur? Ben oui, ça fait moins handicapé en tout cas, ça fait moins handicap. Après, je trouve ça mieux, c'est plus léger. Donc tu n'as pas d'ordinateur portable. Si, mais à la maison. Et cet exemple, je le trouve particulièrement parlant parce que si on a tendance à penser que l'outil va venir, l'outil informatique, l'ordinateur, va venir soutenir l'inclusion sociale, enfin en tout cas scolaire et sociale des élèves, c'est souvent pas le cas. Il est perçu de façon souvent négative par ces élèves parce qu'ils sont les seuls et qu'on l'a évoqué au début, les ordinateurs sont souvent vétustes, ils n'ont pas le dernier Mac qui vient de sortir. Ils ont très souvent des ordi 17 pouces très lourds, très lents. Cet élève-là, lui, il a eu la chance d'avoir des parents qui avaient les moyens de lui acheter un iPad. Donc clairement, il utilise l'iPad parce qu'il le dit, ça fait moins handicapé. Et en effet, l'iPad ne véhicule pas du tout l'image d'un élève en situation de handicap. Il y a autre chose qui est intéressant, c'est qu'il a quand même un ordinateur portable. C'est quand même, il a conscience que pour certaines tâches, il est plus aisé de les réaliser sur un ordinateur. Mais en contexte scolaire et quand il s'agit d'interagir avec des camarades, eh ben, un iPad, ça passe quand même beaucoup plus facilement. Même au niveau du travail collaboratif, on est sur un outil qui peut être utilisé par tous, en toutes circonstances. Et très souvent, les enseignants l'ont, par exemple, pour projeter dans la classe. Donc, il y a quand même... ça peut faciliter l'inclusion des élèves. Et pour le travail collaboratif aussi. Et enfin, donc pour conclure, si comme on l'a vu, le numérique peut, par des dispositifs adaptés, permettre d'apprendre de façon efficace et efficiente et satisfaisante, il peut aussi constituer une barrière absolue s'il n'est pas accessible. Et nous, on s'oriente sur ça, sur faire en sorte que les contenus pédagogiques soient accessibles pour les élèves déficients visuels. Et voilà, je vous remercie. C'est bon, Julie? C'est pas drôle. Merci beaucoup, Laetitia. Alors, est-ce qu'il y a des questions à poser à Laetitia? Oui? Bien. D'abord, merci beaucoup de s'intéresser à cette problématique qui est vraiment... ça pose de vrais problèmes aux enseignants, aux enfants, mais aussi à leurs parents. Je sais de quoi je parle. Je suis vraiment du terrain, enseignement dans le premier degré. Il faut savoir que grâce à cette loi de l'inclusion de l'enfant en situation de handicap dans les classes ordinaires, et tant mieux, actuellement, 10% d'enfants sont scolarisés. Et ça, c'est très bien. Cependant, lorsque c'est nécessaire, la MDPH équipe les enfants en matériel pédagogique adapté, par exemple des tablettes, et plus souvent des tablettes parce qu'il y a la portabilité qui est intéressante, surtout dans le premier degré, pour éviter d'alourdir les cartables. Mais pas l'enseignant qui accueille l'enfant dans sa classe. L'enseignant doit préparer ces séances d'apprentissage pour les enfants ordinaires, mais aussi pour les enfants en situation de handicap, en sachant qu'il va devoir différencier pour prendre en compte que 1, 2, 3 enfants dans la classe auront un matériel pédagogique adapté, mais l'enseignant n'a pas cet outil à la maison pour préparer sa séance. Or, il prépare à l'aveugle. Pardon pour l'expression, je n'avais pas prévu. Et du coup, je m'interroge sur la perception de qualité instrumentale de ce matériel pédagogique adapté du point de vue des enseignants, quant à la facilité d'usage perçu et la qualité d'usage perçu. Alors, je pense qu'il y a très très peu d'études sur ça. Et ce que montrent les études que j'ai pu lire, c'est qu'en fait, très souvent, les enseignants sont démunis parce qu'ils n'ont ni les connaissances ni les compétences et il y a très peu de formation. Après, ce que je sais sur le terrain, c'est que par exemple, si on prend l'exemple des élèves déficients visuels, ces élèves restent suivis par des centres spécifiques. Et donc, dans ce cadre-là, l'enseignant de la classe peut toujours référer au centre par le biais de l'enseignante spécialisée
qui va venir en classe, et là demander à des services dédiés de l'aider dans l'adaptation. Mais c'est sûr que c'est très compliqué parce que ça demande aussi que l'enseignant de la classe, très en amont, soit au clair sur tout ce qu'il prévoit de faire dans l'année, ou en tout cas suffisamment tôt pour pouvoir fournir à des services dédiés les documents pour qu'ils soient adaptés en amont. Mais ça demande une organisation conséquente. Et puis là, on est sur iPad. Sur iPad, c'est vrai qu'un enseignant lambda pourra réussir à utiliser ça de façon assez efficiente, et c'est pour ça que l'iPad est quand même un outil intéressant à investiguer. Par contre, quand on parle par exemple de bloc-notes braille, là c'est complètement opaque. Et c'est facile d'observer en classe un élève sur un bloc-notes braille avec l'enseignant qui fait une dictée, l'élève qui dit oui, je suis en train de le faire, mais qui n'est pas du tout en train de travailler parce que personne ne peut vérifier, parce que l'enseignant ne parle pas le braille. Ne lit pas le braille, et que très souvent les assistants, les accompagnants, enfin les AESH, les AESH ne sont pas formés non plus. Alors là, Jean-Michel Blanquer a mis, il y a un souhait de passer à une éducation pleinement inclusive d'ici à 2022. Donc cette année-là, pour la rentrée 2019-2020, il va y avoir énormément d'AESH qui vont être engagés, mais elles ne sont pas formées. Donc c'est pareil, je pense qu'il y a l'enseignant et l'AESH, et les deux sont dans une difficulté qui peuvent être très importante. Est-ce qu'il y a une autre question pour Laetitia ? Bonjour, je suis enseignante dans le premier degré. D'après ce que j'ai pu comprendre, vous avez fait des recherches à l'international, donc vous avez vu comment fonctionnent d'autres systèmes français, que le système français, pardon. Je me pose des questions justement concernant l'inclusion et cette loi, puisque la volonté, en tout cas celle qui est affichée, est d'inclure les élèves en situation de handicap dans le système ordinaire, sans matériel pour l'enseignant, sans formation pour l'enseignant, sans formation pour les AESH. Est-ce que dans ces conditions-là, l'inclusion, pas quelque chose qui va mettre en souffrance des élèves plus que leur rendre service, dans les conditions actuelles où c'est fait? Moi, personnellement, je m'interroge sur le but de cette loi parce que ça me semble plus économique que pour faciliter l'inclusion des élèves. Mais bref, ça, c'est une opinion personnelle. Est-ce que dans les autres pays où vous avez pu vous rendre, vous avez constaté une efficacité de l'inclusion avec des conditions différentes, c'est-à-dire est-ce que les enseignants ailleurs sont formés, est-ce qu'ils ont du matériel performant qui est le même que celui de leurs élèves? Est-ce que vous pouvez m'éclairer, ou nous éclairer sur les différences en fait entre le système français de l'inclusion tel qu'il est mis en place actuellement et d'autres systèmes à l'étranger? Alors, pour la question de l'inclusion, c'est quelque chose de mondial. C'est la même chose dans la plupart des pays européens. Moi, le pays que je connais le mieux, parce que c'est là où j'ai conduit mes expérimentations, c'est la Suède. La Suède, ça fait plus de 30 ans que l'intégralité des écoles spécialisées ont fermé. Alors, chez eux, ce n'était pas un argument financier, mais c'était plutôt humain. C'est-à-dire que la Suède étant un petit pays avec peu d'habitants, les centres étaient localisés dans la capitale, ce qui faisait que les enfants aveugles du nord du pays se retrouvaient très loin de leur famille. Donc c'est pour ça qu'ils ont décidé de fermer. Il faut savoir qu'il y a encore des centres, mais comme en France, on a encore quelques centres ouverts, c'est des centres qui accueillent les élèves qu'on juge inaptes pour les classes parce que, par exemple, ils cumulent plusieurs handicaps. Ou alors en France, on va avoir l'INJA, où certains élèves peuvent y aller même s'ils sont juste malvoyants parce qu'ils le souhaitent. Après, au niveau du déploiement, c'est sûr qu'en France, on a rapidement mis l'inclusion, mais les moyens ne suivent pas encore. Alors après, il y a une énorme volonté du gouvernement. On le voit, il y a eu pas un décret, mais il y a eu une note, une directive de l'éducation nationale qui est parue il y a à peu près 2 semaines, qui met vraiment les points sur les i et qui montre qu'en effet, ils ont envie d'aller vers une éducation inclusive. On va avoir plus d'AESH, on va avoir plus de formation. Ils vont mettre en place des cellules régionales pour le suivi, sauf que pour le moment, ça reste flou. On sait qu'il va y avoir plein de choses, mais on ne sait pas vraiment comment. De la même façon, on parlait des équipements très hétérogènes. Ce qui fait la différence, c'est qu'en France, on a, par exemple, juste pour les élèves déficients visuels, 103 associations sur tout le territoire qui gèrent leur scolarisation.
Donc par exemple, à Toulouse, on va les équiper d'ordinateurs, alors qu'à Lille, on va les équiper de tablettes, alors qu'à Marseille, on va les équiper de bloc-notes. Donc c'est vraiment propre à chaque association. Donc vous allez avoir vraiment un maillage très hétérogène sur le territoire. La Suède n'a pas fait ce choix-là. C'est géré au niveau gouvernemental. Il y a une organisation gouvernementale qui est en charge spécifiquement de la scolarisation de tous les élèves à besoins spécifiques. Donc il y a beaucoup plus de moyens financiers, les équipements sont de meilleure qualité. Concernant la formation des professeurs, vous avez des professeurs qui peuvent bénéficier de formations de 3 jours dans l'institut gouvernemental pour les former spécifiquement aux besoins éducatifs particuliers des élèves en question. Donc s'ils ont des élèves déficients visuels, ça va être 3 jours sur les élèves déficients visuels. S'ils ont des dyslexiques, 3 jours sur les dyslexiques. En parallèle, il y a des passerelles avec des enseignants spécialisés comme c'est le cas en France. Et ensuite, là où il y a, à mon sens, la plus grande différence, c'est sur le profil des assistants. En France, on est dans une politique où les assistants les AESH sont des élèves sont des personnes sans formation ou avec une formation très limitée. C'est très récent, c'est seulement depuis cette année, il me semble, qu'on leur demande un minimum d'avoir le baccalauréat. Moi, j'ai pu observer des assistants qui ne parlaient même pas français, donc c'est très compliqué. En Suède, ce sont des gens qui sont forcément diplômés, éventuellement des informaticiens, des gens qui ont un master en sciences de l'éducation. Donc ces assistants-là qui sont en classe avec les élèves vont avoir une formation supérieure, et donc dans l'accompagnement au quotidien, ça va alléger l'enseignant en fait, parce qu'ils seront en mesure sur le terrain d'adapter les contenus. Et en tout cas, ces assistants-là, eux, bénéficient d'une formation de 3 jours pour être en mesure d'accompagner l'élève. Donc sur ça, ça change. Mais l'inclusion, elle est globale. De rien. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ces échanges. Je vous propose de les continuer autour d'un café. Donc qui est normalement installé au même endroit que ce matin. Vous avez des petites affichettes qui vous guideront. On a 5 minutes de retard, je vous propose qu'on les garde. Encore. Et donc on se retrouve... Non, mais c'est pas ta faute. On se retrouve donc à moins de 10 pour poursuivre les présentations.